Bienvenue à la conférence mensuelle du Centre de recherche sur les services éducatifs et communautaires. Je suis Eduardo González Castillo, co-directeur du Centre de recherche sur les services éducatifs et communautaires. Dans le centre, nous collaborons avec des partenaires communautaires pour co-créer et mobiliser les connaissances afin d'améliorer les politiques, les programmes et les services. Notre travail met l'accent sur l'inclusion sociale et se concentre sur la recherche appliquée, l'évaluation et la formation. I am Eduardo González Castillo, co-director of the Center for Research on Educational and Community Services. Through this center, we collaborate with community partners, co-create and mobilize knowledge to improve policies, programs, services, and practices. Our work emphasizes social inclusion and focuses on applied research, evaluation, and training. La conférence d'aujourd'hui se déroulera en français. Nos présentatrices, Sophie Ménard et Daniel Boucher, nous parleront de l'évaluation d'un programme de coaching virtuel pour des directions des écoles en langue française au Québec et en France. Our guest speakers, Sophie Ménard and Daniel Boucher, will talk to us about the evaluation of a coaching program for French language schools principals in Quebec and France. Sophie Ménard est une chercheuse affiliée au centre et Daniel Boucher est directrice de partenariat avec l'Association québécoise du personnel de direction d'école. Sans plus tarder, je laisse la parole à Sophie et Daniel. Merci beaucoup, Eduardo. Alors, bienvenue tout le monde. Enchantée de faire votre connaissance virtuellement cet après-midi. Alors, je vais céder la parole à ma collègue Daniel Boucher qui vous présentera les deux personnes que nous avons été tout au long de l'expérience de l'évaluation du programme de coaching. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce midi. J'ai eu la chance de connaître Sophie dans un contexte justement de coaching et nous cherchions à la QPDA et l'Académie une chercheure qui pourrait nous accompagner dans ce projet-là. Donc, je m'occupe, vous avez compris, de l'accompagnement des directions d'établissements scolaires dans une association professionnelle de direction, mais je suis aussi directrice générale d'une académie de développement professionnel à distance qu'on a lancée il y a à peu près 1 an. Et voilà pour moi. Sophie, je pense que je vais te laisser te présenter. Ouais, merci Daniel. Je parlerai pas pour toi. Merci bien. Donc, je suis professeure auxiliaire à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Et donc, c'était un grand plaisir de collaborer avec Daniel Boucher, donc la QPDE, l'Académie et IF2EF, qui est une association professionnelle en France. Et vous en saurez un peu plus tout à l'heure, on vous en parlera. Mais c'était une belle expérience d'évaluation que nous avons très hâte de vous présenter en ce moment. Alors, je laisse Daniel nous donner plus de détails sur l'expérience que nous avons vécue au cours de la dernière année. Mais sachez que nous avons évalué un programme de coaching virtuel, un coaching exécutif ou de dirigeants, pour le dire en français, auprès de 6 directions d'école, 3 au Québec, 3 en France. Et le but, c'était le développement de compétences en leadership et en gestion, particulièrement. Et donc, c'est des personnes qu'on a suivies, que Daniel, qui a été coach, a suivi sur une période d'à peu près, je vous dirais, 4 mois. Et puis, ça nous a permis d'aller chercher leur expérience du processus, donc du modèle de coaching qui a été présenté par la QPDE et l'Académie. Juste pour qu'on sache qu'est-ce qu'on entend ou qu'on s'entende sur ce qu'on veut dire par coaching, qui est différent du mentorat, 2 types d'accompagnement différents, complémentaires, mais néanmoins différents. Alors, le coaching étant vraiment un accompagnement personnalisé dans l'action pour développer des compétences. Et si on parle d'un coaching de dirigeant ou un coaching exécutif, on est dans des compétences en leadership.
Alors que le mentorat, c'est vraiment un type d'accompagnement qui est plus socio-professionnel, donc une intégration dans une carrière, une intégration dans un nouveau système, dans une nouvelle fonction. Et donc, ça, c'est le mentorat. Alors, on veut bien distinguer les deux parce qu'il s'agit ici d'un programme de coaching. Donc, on était dans un programme de développement de compétences en leadership qui était réalisé par des séances individuelles, personnalisées, sur mesure pour chaque direction d'école. Donc, et donc, qu'est-ce que le coaching exécutif? Le coaching exécutif est une approche, est un moyen ou un type d'accompagnement qui favorise l'efficience, l'efficacité, le rendement au travail dans différents contextes. Donc, ça peut être une nouvelle personne, un nouveau cadre qui arrive en poste. Ça peut être un changement qui a lieu dans un milieu de travail. Et donc, le coaching s'avère un moyen d'aider à développer les compétences pour avoir cette flexibilité d'adaptation et d'accompagnement de ce changement et des personnes dans ce milieu en changement. Donc, le coaching exécutif permet de développer des compétences, comme je le disais, et des compétences pour être flexible, pour être capable de naviguer les différences entre les humains au travail, les contextes, les projets et sa propre réaction, sa propre réponse à ce contexte qui est changeant de façon continue. Alors, le coaching permet d'une forme d'autorégulation à ce contexte qui est en changement. Alors, nous allons vous parler de justement le contexte, la problématique qui a fait que on s'est dit le coaching ici serait une réponse, serait une piste de réponse à ce qui se passe et pourquoi les parties prenantes ont eu cette idée-là. Alors, je cède la parole à ma collègue Danielle. En 2016, j'étais présidente d'une association professionnelle de direction d'établissement et j'avais réfléchi sur la possibilité de mettre en place une grande recherche-action parmi toutes les directions du Québec. Et pour ce faire, j'ai travaillé avec Pierre Lapointe, que peut-être vous connaissez, qui a pris sa retraite depuis, de l'Université de Montréal. Et de là est né le GRID. Le GRID, qui est un groupe de recherche interrégional sur l'organisation du travail des directions d'établissement. Et ce qu'on voulait observer, en tout cas, c'était mon besoin là, à l'époque, c'est ça qu'on s'est entendu. Il y a 3 axes sur lesquels on travaillait dans cette recherche-là. Il y avait l'axe de développement du leadership, développement professionnel et puis santé. Donc, c'était 3 vraiment axes majeurs. OK? Il y a eu au-dessus de 1000 répondants. Ça a été quelque chose. Là. Il a fallu travailler fort pour que les gens puissent compléter le questionnaire. Au moment où on se parle, on est à la 2e version. Et puis même en France, ils ont mis aussi, il y a une collaboration avec la France, fait que la France aussi est en train de faire le même questionnaire. Qu'est-ce qui s'est dégagé de cela? Là, vous avez 3 actes, vous les avez, là. Alors, qu'est-ce qui s'est dégagé de ce questionnaire-là? Puisqu'il y a eu, c'est très intéressant, soit dit en passant, là, il y a eu beaucoup de résultats qu'on savait, on va se le dire, là, mais on est allé valider. Bon, on s'en attendait ça allait avoir ça comme résultat. Alors, ce que nous dit les directions, 85%, on dit que la lourdeur de la tâche, la quantité excessive de la tâche, mais je dirais que ça s'est précisé cette année dans le nouveau questionnaire. C'est la complexité qui s'est ajoutée dans les répondants. Donc, et un des modes de besoin qu'elles ont exprimé, c'est l'accompagnement par le coaching, qui figure parmi les 3 modalités les plus sélectionnées pour leur développement de compétences parmi toutes celles qui étaient identifiées. Donc, on s'est dit, il y a là une piste intéressante à aller explorer. 52% des directions ont évoqué que les activités de formation continue, ça influence leur décision de demeurer en poste.
Fait que c'est pas banal, là. Donc, ça veut dire, tu sais, qu'on dit qu'il y a un prof sur 5 qui quitte après 5 ans, ben là, on est en train, tu sais, il y a quelque chose là qu'il faut aller creuser aussi. Donc, par la suite, on s'est dit, OK, on va faire un projet de recherche d'accompagnement par le coaching. Et pourquoi l'IH2EF? Puis là, je vais vous dire c'est qui l'IH2EF, là, exactement. C'est l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. C'est le lieu où on forme les chefs d'établissement, parce qu'en France, les directions d'établissement sont pas formées là. C'est comme on dit chez nous, c'est les directions du secondaire qui sont formées dans ce lieu-là. Et c'est aussi tous les corps d'inspection, parce qu'eux autres encore, ils ont de l'inspection dans les écoles. Ils ont encore ben ça, je pense que je vous l'apprends pas. L'IH2EF, ben, parce que moi, j'ai déjà, depuis, quand j'étais à la présidence, j'avais déjà des partenariats avec eux de recherche. Et puis, la personne qui était là-bas à la direction des relations internationales, on se connaissait bien. Et je lui avais parlé du projet de coaching et il a été intéressé à dire, nous autres, on aimerait ça y participer. Donc, comme on voulait continuer de faire des ententes de collaboration avec la francophonie, on s'est dit, OK, on essaie ça ensemble, on lance un modèle de coaching virtuel, puis on va le faire en partenariat avec vous autres. Donc, c'est ça qui explique pourquoi il y avait 3 directions d'établissement du Québec, puis 3 de la France. Bon, vous allez me dire, l'échantillon n'est pas très élevé, mais moi, je suis rendue à 300 heures de coaching auprès de direction d'école, là. Puis je pourrais rentrer tous les résultats à la même place, là. On est au même endroit. Merci, Danielle. Je vais présenter le modèle qui a fait l'objet de l'évaluation ici. Donc, voilà. Là, je pense que c'est encore moi, Sophie, ça. Peut-être que je me trompe. Oui, hein? Oui. OK. Les outils qu'on a choisis, on a choisi un questionnaire psychométrique sur le profil de leadership. Le NOVA, là, c'est le type de questionnaire. Maintenant, on travaille avec un autre type, là, mais c'est pas d'importance. Donc, on voulait avoir un questionnaire, un test psychométrique pour regarder c'est quoi les zones de force et de vulnérabilité des directions, prise de conscience de la conscience de soi dans un premier temps. Ensuite, ce qui est intéressant dans cet outil-là, c'est que ça dégage des axes de développement professionnel. Donc, ça a été un premier outil. Deuxième outil, ça a été un questionnaire amené par Sophie, de questionnaire de pré-coaching. Alors, c'est quoi les besoins de la personne coachée? Puis depuis quand cette personne-là éprouve ce besoin-là? Donc, moi, comme coach, je posais ces questions-là dès la première rencontre. On déterminait, dans le fond, c'était quoi les besoins de coaching. Et aussi sur l'acuité des besoins exprimés l'autre, là, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est là depuis longtemps? Est-ce que c'est important? Donc, ça aussi, ça faisait partie du questionnaire. Un questionnaire qui a été fait après chaque période de coaching, c'était le questionnaire des moments significatifs. Donc, moi, je le voyais pas. C'était un questionnaire qui était, que moi, je donnais, j'envoyais à la personne coachée, qui complétait puis qui envoyait directement à la chercheure. Ensuite, à la fin de chaque séance, là, il y avait les requêtes. Qu'est-ce que les actions de la personne, qu'est-ce qu'elle va faire d'ici la prochaine rencontre? On avait déterminé, ce qui n'est pas écrit là, mais on avait déterminé que pour être efficace, fallait pas qu'il y ait plus que 2-3 semaines entre chaque séance de coaching pour garder les gens engagés et motivés. Un autre formulaire, c'est le formulaire de ma préparation. Ça, c'est mon formulaire. OK, c'est qu'avant chaque séance de coaching, j'amène le coaché à réfléchir sur qu'est-ce qu'il souhaite travailler, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis qu'est-ce qu'il souhaite travailler. OK, ce formulaire-là, il est toujours conservé en dehors des situations de projet de recherche. Et le questionnaire post-coaching, dans le fond, c'est tout ce qu'on a fait en pré-coaching, on le refait en post-coaching. Est-ce qu'on a réglé quelque chose? Est-ce qu'il y a eu de l'amélioration? Donc, c'est la personne qui fait une auto-évaluation. Donc, le coaching exécutif, c'est le quoi? Pourquoi? C'est pour développer les compétences de la direction d'établissement. On parle leadership, mais on pourrait dire savoir-être, savoir-faire, parce que c'est de là dont c'est l'essence même de la profession.
Puis si je suis capable de mobiliser mes compétences plus efficacement, de savoir-être, ben, ça va avoir un impact sur ma qualité de vie au travail, et pour moi, et pour mon personnel. Merci, Danielle. Donc, il s'agit vraiment ici d'une évaluation. Donc, on a évalué un programme de coaching virtuel. Et donc, mon rôle comme évaluatrice, c'était d'évaluer selon les parties prenantes. Et les parties prenantes, je les rappelle, il y avait la QPDE, c'est une association professionnelle pour les directions et directions adjointes, et aussi l'Académie, qui est, comme Daniel vient de décrire, une autre association professionnelle de développement et qui, de façon virtuelle. Et donc, dans ce processus d'évaluation, on a identifié qu'il y avait 5 grands facteurs d'efficacité pour le coaching. Il y a plusieurs facteurs, mais ceux-ci ont été regroupés dans 5 catégories. Alors, la catégorie qui appartient, les facteurs qui appartiennent au coach. Et donc, ici, on a désiré souligner, parce qu'on sait par d'autres études antécédentes, que l'intervention en lien avec l'émergence de l'insight, l'insight étant cette prise de conscience profonde qui génère une restructuration de sens. Et donc, en régénérant une restructuration de sens, on est également dans un pouvoir d'action et donc dans un changement de comportement, donc dans le développement de la compétence. Et on sait par des résultats de recherche antécédentes que c'est un des facteurs d'efficacité. Alors, on a voulu souligner, et comme vous avez pu voir, on en a parlé dès dans les premières diapositives de ce facteur-là. Il y a tous les facteurs qui sont aussi sous la catégorie coachés, donc les cadres, les coachés, donc leur disponibilité à être dans un processus de coaching qui demande quand même une disponibilité en temps, une disponibilité émotionnelle aussi, parce qu'il faut être quand même présent présent à réfléchir sur soi, avoir cette réflexion critique de ses propres enjeux personnels et de son impact ou de leur impact dans son environnement. Donc, il y a ça qui est important. Il y a la catégorie des relations ou de la qualité de la relation, entre le coaché et le coach. Donc, toute cette relation de confiance. Et il y a aussi le processus de coaching en tant que tel, qui est la structure, donc toute la méthode, l'approche qu'on met en place pour assurer une fluidité continue pour qu'il y ait progrès. Et finalement, le contexte organisationnel qui porte sur les facteurs organisationnels qui vont appuyer, valoriser, encourager le développement par ce moyen d'accompagnement qui est le coaching. Donc, dans cette évaluation, on a voulu évaluer le modèle de coaching virtuel depuis la perspective des 6 directions d'établissement. Donc, on voulait vraiment comprendre leur expérience du modèle, leur expérience du coaching virtuel et aussi, on voulait connaître leur expérience à l'égard de l'émergence de l'insight, compte tenu de l'importance de ce facteur-là dans le changement de comportement. Et quand on dit développement de compétences, on dit aussi changement de comportement. Alors, voici les questions qu'on s'est posées et Danielle vous les présente. Merci, Sophie. Donc, les questions, nous, qu'on voulait avoir des réponses, il y en avait dans 4 ordres. Le premier, c'était au niveau des facteurs d'efficacité relatifs au coach. Alors, c'est quoi les interventions du coach qui favorisent la prise de conscience profonde à l'égard des forces et des vulnérabilités des coachés pour leur permettre d'améliorer l'exercice de leur leadership? Donc, un facteur d'efficacité du coach. Le deuxième facteur, c'est efficacité relative au coaching. Alors, c'est quoi la mesure d'atteinte d'objectifs? Dans quelle mesure jugez-vous du degré d'atteinte de vos objectifs? La deuxième question, c'est comment percevez-vous la structure du modèle de coaching exécutif virtuel? Donc, on voulait les sonder par rapport à leur perception de la nouvelle structure qu'on avait mis en place. La troisième série de questions, c'était par rapport à la catégorie des facteurs d'efficacité relatifs à la relation d'alliance. Alors, qu'est-ce que votre coach a fait pour favoriser une relation de confiance?
Parce qu'on le sait que dans les top 3 de réussite d'un coaching, la relation de confiance vient dans les 3 premiers facteurs de réussite. Et le dernier, qui est la catégorie des facteurs d'efficacité relatifs au coach et au processus de coaching exécutif. Alors, de quelle façon cet accompagnement-là par le coaching exécutif virtuel favorise-t-il le développement du leadership? C'est une grande question. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on a appris. Qu'est-ce que les 6 directions d'école nous ont dit. Alors, avant d'aller voir ça, je veux juste aussi nous rappeler que ce qu'on sait déjà par rapport au coaching, que le coaching de dirigeants ou le coaching exécutif est grandement utilisé dans les entreprises en ce moment. C'est un des types d'accompagnement très convoité et souvent qu'on va retrouver dans les programmes de développement du leadership. On sait aussi que le coaching virtuel existe. On est au courant de ça. Il y a déjà eu quelques écrits scientifiques dans le domaine. On sait que le coaching virtuel, tout comme le coaching en présentiel, c'est une relation non hiérarchique d'accompagnement avec un objectif précis, avec un processus d'apprentissage et de développement qui est fortement appuyé sur la réflexion sur soi. Et donc, on sait aussi qu'il y a des étapes qu'on retrouve dans le coaching et ces étapes-là, on les retrouve dans le coaching virtuel. Et donc, par exemple, on sait qu'il faut, dès le départ, s'entendre sur quels sont les résultats qu'on souhaite atteindre, par exemple. Quelles sortes d'objectifs spécifiques devrions-nous avoir pour se rendre à ces résultats-là? Ensuite, quelles sont les forces et les angles morts du coaché par rapport à ses objectifs, par rapport aux résultats souhaités? Quels seront les outils d'application pour aider au développement et à l'apprentissage dans ce processus de coaching? Et quelles mesures allons-nous prendre et à quel moment allons-nous les prendre pour savoir si on atteint ces objectifs? Et donc, ces mesures-là sont prises à différents moments dans le processus, ce qui permet de s'ajuster en cours de route. Alors, on sait que ça, c'est des étapes qu'on peut retrouver dans le coaching virtuel. On sait aussi que l'insight, comme dans le coaching présentiel, c'est aussi possible dans le coaching virtuel. Un coaching, c'est toujours le même processus d'accompagnement individualisé, personnalisé pour le développement de compétences. Ici, on parle d'un coaching exécutif, donc on est dans le coaching, dans les compétences dans le leadership. On sait aussi que c'est un processus qui est intrapersonnel, donc ce regard sur soi, cette réflexion critique sur soi, et interpersonnel, donc comment on est en interaction comme coaché avec non seulement son coach, mais avec son environnement de travail dans lequel on réfléchit, sur lequel on réfléchit dans le cadre du coaching. Et donc, on sait aussi que le coaching virtuel, comme le coaching présentiel, c'est fortement appuyé sur le dialogue pour permettre ces prises de conscience profondes. Maintenant, les données. Daniel. Alors, les données. Donc, avant le début du coaching, on s'est fait un calendrier de travail. Il y avait pas mal de formulaires, donc il fallait mettre de l'ordre un petit peu là-dedans. Alors, en février-mars, on a vraiment travaillé avec l'exercice d'axe de développement de Nova. Donc, tout le questionnaire du test psychométrique qui a été envoyé. Ensuite, il y a eu les rencontres individuelles pour faire la description du besoin du client. Donc, tout le questionnaire pré-coaching. Ensuite, il y a eu, en mars, il y a eu l'acuité des besoins toujours. Fait que ça s'est fait pas mal dans une seule rencontre, là, le questionnaire pré-coaching. Ensuite, il y a eu, pendant la phase active du coaching, il y avait le formulaire des moments significatifs après chaque période de coaching. Il y avait le formulaire ma préparation. Puis il y avait mon journal de bord aussi sur les actions possibles que les requêtes que je faisais, par exemple, au coaching. OK? Ensuite, à la toute fin du coaching, on a repris le questionnaire pré-coaching, on en a fait un questionnaire post pour voir est-ce qu'il y a eu des différences au niveau de la perception de où je suis rendue dans mon développement professionnel ou de cette compétence-là.
Et bien sûr, à la fin, il y a eu un sondage anonyme en ligne. Les questions étaient vraiment sur leur expérience sur l'exercice le projet de coaching virtuel. Puis c'était très large là, comme qu'on est allé chercher ces informations-là. Voilà. Alors, Daniel, ici, on est dans les données. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Alors, Daniel, je vais C'est faire moi? cette... C'est toi. Ah oui? Bon, OK. Alors, qu'est-ce qu'on a appris des 6 coachés? OK. Bon, ben d'après les coachés qui ont participé à l'évaluation, le quoi, ben c'est sûr qu'il y a 7 compétences en leadership qui ont été améliorées. La délégation, entre autres. La communication, tu sais, le courage là, managérial de savoir communiquer dans des situations difficiles, là, c'est ça qu'on entend là-dedans. Le courage de gestion quand c'est le temps de poser des gestes concrets. La confiance en soi, donc déterminait vraiment la posture du rôle, l'efficacité de gestion, la connaissance de soi, la conscience de soi. Ah oui, quand il arrive telle chose, ouais, c'est vrai, hein, je réagis comme ça. Donc, comment? Ben, la préparation du coaché aux rencontres, bien sûr. Les actions à suivre après le coaching. C'est pas je viens suivre un coaching, et après ça, tu sais, je fais plus rien, là. C'est là que le travail commence par la suite. Le regard critique face à ses comportements et leurs impacts. Les questions du coach, puis l'expérience de gestion du coach. Ça l'a joué aussi, puis ils me l'ont dit, puis ils me le disent encore. Que le fait que j'ai été pendant 36 ans, dont plus que la moitié à la direction comme gestionnaire et présidente d'une association, ça a eu beaucoup d'impact. Puis avec le recul, puis j'en parlais avec Sophie, probablement que la tournure de mes questions, elle a été aussi teintée de cette expérience-là. Ça, on l'a pas étudié, là. Mais après coup, tu sais, je m'écoute dire les choses puis dire, ah ouais, c'est sûr, tu sais, que ça paraît que je connais le contexte organisationnel. Voilà. Alors, comment les coachés perçoivent-ils la structure du modèle de coaching virtuel? Ben, il y a 8 étapes du programme de coaching sur la participation des coachés. Il y a 5 éléments facilitateurs. Il y a 2 éléments de vigilance. Et puis, dans les éléments facilitateurs, je pense qu'on a nommé tantôt, là, un petit peu peut-être, l'aide au focus, l'engagement responsabilité, conscience de soi. Mais moi, je veux vous amener sur les éléments de vigilance. La réflexion est exigeante. Puis ça, là, je le sens, plus ils sont jeunes dans la profession, plus c'est exigeant. Parce qu'ils sont encore souvent dans le savoir-agir, dans savoir-faire. Savoir-faire, apprendre le métier, on va dire comme ça. OK? Donc, c'est plus exigeant. La pression de disponibilité, tu sais, on leur a dit, ben, c'est aux 3 semaines maximum, donc tu le calmes dans ton agenda, puis il est arrivé quelques situations imprévues, ça, c'est correct. Mais ça, là, ils pouvaient pas déroger. C'était un projet de recherche, ça, c'était plus compliqué. Des fois, ben, ils sentaient, c'est qu'il fallait qu'ils se rendent disponibles. Mais tout ça, même si c'est exigeant, ça l'a quand même aidé à maintenir le cap de ses objectifs de coaching. Alors, 100% des personnes ont trouvé que le questionnaire sur le profil de leadership était extrêmement utile. Tu sais, des fois, on pense qu'on se connaît, mais on se connaît pas tant. Fait que ça a été vraiment une révélation pour ces personnes-là. C'est encore moi? Encore toi. Un coup d'or. OK. Bon, il y a eu 36 séances de coaching, donc en moyenne 6 par personne. Il y a eu 32 moments significatifs et 19 insights. Mais c'est intéressant, je me demandais, puis il n'y a pas d'études là-dessus, mais peut-être que c'est quelque chose qui pourrait se faire éventuellement. Le ratio, tu sais, comment on peut juger si le programme a été pertinent, oui, mais le taux de réussite, là, est difficile à mesurer. C'est 19 insights par rapport à 32 moments, par rapport à 36. Hey, je vais te laisser la parole, je suis en train de perdre la voix. D'accord. Donc, dans ces moments d'insight-là, donc ces prises de conscience profondes, on leur a demandé dans le questionnaire qui complétait à la fin de chaque séance de coaching, qu'est-ce qui a été significatif pour vous dans cette séance de coaching? Pourquoi c'était significatif? Qu'est-ce que ça vous a fait vivre? Puis qu'est-ce qui a été visible ou qu'est-ce qui a été pour vous
les éléments qui ont contribué à rendre ce moment-là significatif. Et donc, on demandait qu'est-ce que le coach aurait pu faire, qu'est-ce que vous avez fait possiblement. Et donc, on leur demandait de décrire ce moment significatif-là. Et donc, avec une grille de définition de l'insight qui existe d'une recherche antérieure, ça permettait d'aller observer, d'aller analyser le moment significatif identifié par le coaché, d'aller voir est-ce que ce moment significatif-là comporte une prise de conscience profonde, selon la définition qu'on a donnée à cette prise de conscience. Et donc, les gens nous ont dit, voici qu'est-ce qui nous a permis, on avait aussi une grille d'intervention qu'on retrouve en présence de l'insight, et on a pu utiliser ces informations-là. En fait, c'est moi, comme évaluateur, qui a pris ces informations, ces grilles, qui a analysé les grilles et qui a déterminé oui, il y a une insight, non, il n'y en a pas, et qui était voir qu'est-ce qui était présent comme intervention de la coach, qui était Danielle, dans ces moments-là. Et c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est inviter le client à exprimer son besoin immédiat de façon continue lors de la séance de coaching, faire des interventions qui liaient au stress qui était exprimé par le client, intervenir avec le client, l'histoire du client. Parfois, le client a une histoire qu'on entend qui se répète d'une séance à l'autre. C'est une histoire qui peut servir, mais c'est une histoire qui peut aussi faire obstacle à la progression, à son développement. Donc, je ne vais pas lire l'ensemble des interventions qui ont été nommées par les clients dans ces moments significatifs-là, mais ça vous donne une idée des interventions de la coach qui ont été utilisées et qu'on a pu observer en présence de l'insight. Et donc, voilà. L'autre question portait sur dans quelle mesure les coachés sont satisfaits du modèle de coaching virtuel et aussi non seulement satisfaits, mais ont-ils atteint leurs objectifs? C'est une des questions qu'on leur posait dans le sondage anonyme. Et donc, tous les participants ont évoqué comme quoi qu'ils ont atteint leurs objectifs énormément, à beaucoup, et que s'il y avait à revivre l'expérience de coaching virtuel, qu'ils participeraient volontiers et que la qualité de la relation avec la coach a été d'une très grande importance dans leur participation, dans leur engagement, dans leur propre programme de coaching. Et puis, ils ont nommé des aspects très précis de cette qualité de relation qui était l'écoute, l'empathie, sa discrétion, le rationnel qui était facile. Les gens disaient c'était facile, c'était simple, c'était fluide. On se posait pas de questions quand elle nous parlait. C'était vraiment, tu sais, on sentait pas d'agenda. C'était juste facile. La mise en confiance avec, bon, toute cette simplicité de processus. Elle pose des bonnes questions qui nous fait réfléchir. Et donc, c'est pas profession, mais c'est professionnel. Donc, très professionnel dans son approche. C'est ce qu'ils nous ont dit. Et donc, si on se remet dans les buts pas de l'étude, mais de l'évaluation, parce que c'était vraiment une évaluation, c'était pas un projet d'étude ici, c'était l'évaluation d'un programme existant et on voulait connaître l'expérience des 6 directions d'école qui ont participé à son évaluation. Alors, ce qu'on a su pour ce qui est de l'efficacité du modèle, le modèle a permis aux gens de réaliser leurs objectifs de coaching qui s'étaient donnés au départ. Et puis, ils ont été en mesure de préciser spécifiquement les compétences précises en leadership qui ont pu peaufiner, améliorer et même développer. Donc, certains ont peaufiné, d'autres ont développé carrément des nouvelles compétences. L'autre chose qu'on a constaté, c'est que bien que l'approche était structurée, rigoureuse dans le modèle de coaching et que ça a été très apprécié d'ailleurs, c'était un des facteurs qui a aidé à l'atteinte de leurs objectifs selon leur partage avec nous. Mais ce qu'on a pu voir aussi, c'est que la disponibilité demandait quand même un effort pour certains d'être continuellement, même s'ils savaient, même si ça leur avait été partagé au départ, dit comme quoi qu'il y aurait tant de séances, à peu près aux 2-3 semaines, il reste que cette disponibilité continue est exigeante pour certains et ils ne réalisaient pas à quel point ça pouvait exiger.
Donc, ça, c'était de l'information qui était pour nous importante. En tout cas, les parties prenantes étaient très contentes d'apprendre ça, la QPDE et l'Académie, parce que c'est de l'information qu'ils peuvent communiquer maintenant avant le démarrage d'un programme de coaching, afin que les coachés, les directions soient bien informés, soient bien préparés et puissent mettre en place les moyens pour et les conditions favorables à la réussite de leur coaching. On voulait savoir si, à l'égard de l'émergence d'Insight, comment ça se passerait dans un coaching virtuel, parce qu'on savait que ça se passait dans le coaching en présentiel, mais comment ça se passe dans le coaching virtuel? Donc, on a vu que le coaching, l'Insight ou la prise de conscience profonde émergeait dans ce processus-là. Et on a vu que la profondeur, donc la qualité des interventions du coach, c'est vraiment important. Puis la qualité, ici, on parle de profondeur, de vraiment faire un travail de forage avec le client. Et le travail de forage, c'est pas juste d'aller chercher des précisions et des précisions et des précisions, mais c'est de faire des liens avec cette information-là qui est partagée avec d'autres éléments émergents d'une séance de coaching à l'autre, ou pendant la séance de coaching, au fur et à mesure que le dialogue se déroule, il y a des contenus qui sont partagés par le coaché et c'est de faire des liens avec ça. Donc, c'est ça qu'on veut dire par le travail de forage et de la précision. Donc, des fois, ça peut être, on a vu tout à l'heure, une des interventions, c'est de faire des liens avec le stress, faire des liens avec une thématique, faire des liens avec l'histoire. Et tout ça, ça émerge dans une séance de coaching, mais aussi au fur et à mesure que les séances de coaching s'accumulent. Donc ça, c'était ce qu'on a appris et donc cette information-là a été partagée avec les parties prenantes. Et donc, les parties prenantes ont tenu compte de ça pour apporter les ajustements à leur programme de coaching pour pouvoir continuer à l'offrir aux directions d'écoles. Et ici au Québec et tout dans la francophonie canadienne et possiblement en France, je ne sais trop. Mais j'aimerais vous parler d'un regard critique sur l'approche d'évaluation. Parce que quand même, l'évaluation de programme, c'est quand même un domaine très spécialisé. D'ailleurs, il existe la Société canadienne d'évaluation et donc c'est très rigoureux. Il y a même un profil de compétences, de 36 compétences qui existent pour justement ce domaine d'évaluation de programme. Et là, je vous ai mis les 5 domaines de compétences professionnelles qu'on retrouve chez les spécialistes, chez les experts d'évaluation de programme. Donc, la pratique réflexive, la pratique technique, la pratique contextuelle, la pratique de gestion et la pratique de relations interpersonnelles sont les 5 domaines de compétences dans lesquels on retrouve une déclinaison de compétences plus ciblée selon la catégorie. Alors, je suis pas une évaluatrice professionnelle reconnue par la Société canadienne d'évaluation, mais j'ai utilisé ma connaissance de la recherche pour pouvoir procéder à cette évaluation de programme. Donc, on sait qu'il y a différentes approches d'évaluation qui existent lorsqu'on consulte la littérature sur l'évaluation de programme. Et puis, pour vous dire que dans cette évaluation ici, pour le modèle de coaching virtuel, les catégories ici d'évaluation qui ont été surtout utilisées les finalités, hein, dans le fond, qui nous intéressaient pour l'évaluation de ce programme, c'était les finalités en lien avec l'amélioration du programme en tant que tel et aussi le développement de connaissances parce qu'on voulait comprendre comment faire pour faire émerger l'insight dans un contexte virtuel de coaching. Et puis, c'était vraiment les 2 éléments qui faisaient partie des buts pour ce programme d'évaluation-là. Donc, on sait que quand on fait de l'évaluation de programme, il y a des éléments à considérer comme le but, quel est le but de l'évaluation, quel est le public cible, à quoi serviront les résultats
dans notre cas ici, c'était d'améliorer le programme existant. Qui seront les participants et leur participation, les stratégies qui seront utilisées de collecte de données pour pouvoir évaluer le programme, quels seront les rôles et les responsabilités de l'évaluateur, mais des parties prenantes aussi, parce qu'il y a l'évaluateur, dans ce cas-ci, c'était moi, mais il y avait aussi des parties prenantes, et la partie prenante étant Daniel. Et puis, il y avait Daniel pour l'Académie, il y avait aussi la QPDE, il y avait aussi IH2EF en France. Et puis ensuite, comment faisons-nous l'interprétation et le réinvestissement des résultats? Alors, ce qui est intéressant et important à savoir, c'est que quand on fait cette évaluation de programme-là, dans ce qu'on retrouve dans la littérature, qui est souvent recommandé, c'est que oui, on peut, comme évaluateur, mettre en place tout le processus d'évaluation et il est aussi important d'être à l'écoute des parties prenantes et de leurs besoins, de leur intérêt pour pouvoir mener de façon efficace et de façon collaborative avec le terrain, l'évaluation. Alors ici, comme je vous ai nommé tout à l'heure, les parties prenantes, il y en avait 3, l'Académie, la QPDE et IH2EF. Ou si on parle du positionnement du chercheur, de l'évaluateur ou du projet, ici, dans notre positionnement d'évaluation, ce qui était sous-jacent, c'était les paradigmes pragmatiques et les paradigmes constructivistes. Je vous interromps très rapidement, juste pour vous dire qu'il vous reste 1 minute. D'accord, merci. Alors, j'ai terminé. Alors, pour vous dire que le paradigme pragmatique, si c'était, on voulait, on visait des fins d'amélioration d'un programme, puis le paradigme constructiviste, ici, c'était, on voulait absolument avoir le point de vue des coachés, donc des 6 directions. Alors, on était dans une évaluation de programme et non dans une recherche évaluative. Et puis, ce qu'on a appris et ce qu'on pourrait suggérer comme moyen d'amélioration, c'est qu'on s'est, tout au long, on a essayé, moi comme évaluatrice avec les parties prenantes, d'adapter le langage, mais ça, c'est un élément vraiment important pour favoriser la participation des gens, notamment des parties prenantes. Une administration systématique des outils de collecte de données, donc de s'assurer que, par exemple, les mesures pré, avant le coaching et les mesures post soient faites de la même façon systématiquement avec tout le monde. D'avoir une séance d'information en amont qui est très, très claire par rapport à la durée, l'implication, disponibilité et de ce que ça peut demander au niveau personnel. Puis finalement, une fidélité interjuge ici pour mesurer la force de l'accord entre 2 évaluateurs, peut-être même 3, quant à la présence de l'insight dans les moments significatifs. En ce moment, c'est moi comme évaluateur qui ai fait ça, mais il y aurait été aussi important, rigoureux, d'avoir plus qu'une personne pour le faire et c'est ce qu'on recommanderait, refaire l'expérience d'évaluation. Alors voilà, je ne sens plus tarder. Je cède la parole à l'auditoire pour des questions.